Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment accélérer votre développement Vue.js avec Nuxt.js. Donc, petite question, qui connaît Vue.js déjà dans la salle? Bon, tout le monde. Et qui l'utilise? Ah ouais, c'est bien ça. Donc je dirais un tiers. Je t'ai vu aussi. Alors, je m'appelle Sébastien Chopin, je suis l'auteur de Nuxt.js. Mon frère, du coup, m'a rejoint très rapidement, donc il est devenu co-auteur. Et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux avec @Linux. Maintenant, nous sommes 4 à bosser, donc moi-même et mon frère Pouya qui est en Iran, Clark qui était en Chine, qui a bougé en Irlande. On est 4 à bosser dessus. On a peut-être Eduardo qui va aussi nous rejoindre. Donc si vous voulez le motiver aussi, je vous laisse aller lui parler. Donc pareil, sur les réseaux sociaux, il parle aussi de Nuxt pas mal de temps. Nuxt.js rapidement, ça a commencé en 2016. C'est un framework pour créer des applications universelles. Enfin, ça a commencé comme un framework pour créer des applications universelles. Donc, novembre 2016, c'était il y a un petit moment déjà. En janvier 2018, on a mis un peu de temps à avoir la V1.0, puisqu'on avait beaucoup de retours utilisateurs, beaucoup d'améliorations. Donc, on a pris un peu de temps pour être sûr d'avoir une version qui était prête en production. Et aujourd'hui, on est sur la V1.4.1 et Nuxt Edge qui a été testé pendant 3 mois, qui marche en production et qui, d'ici la fin du mois, deviendra Nuxt V2. Bon, rapidement, quelques informations pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Sur GitHub, on a eu de bonnes communautés qui nous ont permis de traduire justement le site en 7 langues, dont russe, chinois, on a aussi coréen, japonais. Donc ça avance très bien. On a français, on a aussi du coup la documentation en français et anglais pour ceux qui sont anglophones. Donc Nuxt.js maintenant pour la version 2.0 et même la version 1.4, c'est un framework pour les développeurs Vue.js. Donc vous voulez faire une application single page app, c'est complètement faisable aussi avec Nuxt.js. En fait, on a un framework qui est par-dessus Vue.js qui vous permet d'avoir les best practices de base, une bonne architecture et derrière d'accélérer votre développement en vous focalisant sur le développement de features et d'interfaces plus que la configuration Webpack, tout en laissant les options pour modifier votre config Webpack. Alors rapidement maintenant, on va voir comment on fait un projet Vue.js avec le server-side rendering. Donc, on a besoin de Vue Server Rendered. Donc rapidement, qui fait du server-side rendering parmi vous? Ok, donc c'est pas encore très populaire. Je vais essayer de vous le vendre aujourd'hui pour comprendre aussi pourquoi c'est vraiment une avancée aussi en termes d'optimisation. Donc Vue Server Render, Vue Router, Vue Meta, Vue X. Donc ça, on fera un petit exemple de live coding pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans un projet Vue qui fonctionne avec des fichiers .vue? Vous allez avoir besoin de Babel pour utiliser les dernières syntaxes, Webpack et pourquoi pas même si vous utilisez TypeScript, vous allez utiliser un loader TypeScript avec Webpack. Derrière, donc, voilà l'ensemble des dépendances qu'on a besoin. Vue, Node, Vue Server Render, Babel, Webpack. Et en fait, tout ça, c'est directement inclus dans Nuxt.js. Donc, vous allez avoir qu'une dépendance où nous, on va se charger de mettre à jour Webpack, mettre à jour Babel pour que vous ayez un environnement prêt et vous développez directement ce que vous aimez, en théorie. Je ne sais pas si beaucoup aiment faire la configuration Webpack. Moi, perso, si je peux éviter de la maintenir pour chaque projet, c'est vraiment un plaisir, parce que je peux me focaliser sur l'expérience utilisateur, le design, faire une application qui donne envie d'être utilisée. C'est aussi l'idée derrière ce projet. Donc derrière, on va avoir un dossier page, comme en PHP. Donc ça fait bizarre de mettre un peu de PHP en JavaScript, mais avec le dossier page, vous allez pouvoir créer une page /index.vue, et automatiquement, ça va vous créer la route / comme index.php en PHP. Pareil, vous allez avoir /about pour faire une route ou /à propos. Et derrière, vous allez pouvoir faire des liens entre les pages qui, eux, seront navigables côté client. Donc, je vais vous montrer après, j'ai fait un petit schéma pour expliquer comment ça marche. Donc, particularité des pages, comment on fait du server-side rendering, on a créé des helpers qui vous permettent donc de charger asynchronement des données côté serveur. Imaginez, vous allez sur une page d'un article et vous avez une single page app. Donc, quand vous allez appeler cette page, vous voulez, si vous la rendez côté serveur, être sûr d'avoir l'article au complet avant de le renvoyer au client. Donc, pour pouvoir générer le bon HTML. C'est ce que vous faites quand vous allez avoir une single page app et que vous allez utiliser des services comme pré-render. Donc, il va lui attendre la fin des requêtes Ajax, ou vous pouvez lui dire à tel moment, c'est là que je veux que tu rendes la page.
Donc Async Data permet ça justement de dire dans Async Data, voici les appels API que j'ai besoin avant que tu rendes la page côté serveur. Et côté client, ça fonctionne aussi automatiquement. Donc après, plein de helpers, middleware, si vous faites un peu de Node.js avec Express, c'est le même délire. Validate, donc aide, qui est très important dans le server-side rendering, c'est l'aspect SEO. Donc vous allez pouvoir créer des sites qui vont rendre du HTML, qui vont pouvoir être partagés sur les réseaux sociaux, donc mettre les meta-headers qu'il faut, y compris donc pour Google qui va aimer avoir toutes ces informations au lieu d'activer son parseur JavaScript, enfin son moteur qui va exécuter le JavaScript, il aura directement accès aux infos. Et donc il y a déjà des helpers dans vos components de vue, on utilise VueMeta pour ça, qu'on maintient aussi par ailleurs. Et voilà, donc c'est ce que je vous parlais. On a 3 modes différents. Je pense qu'actuellement, c'est les 3 modes qui existent. Donc universal pour des applications rendues côté serveur. Donc vous allez avoir un serveur Node.js qui tourne. À chaque fois que vous allez avoir un appel d'un nouveau utilisateur, ça va appeler votre serveur Node, ça va rendre la page, et derrière, ça continue côté client. Donc si vous avez 1000 utilisateurs, il n'y a que 1000 appels côté serveur qui sont faits. Ensuite, le reste côté client, et il appelle votre API qui peut être sur un autre serveur, bien entendu. Single Page App, donc c'est un mode où vous n'avez rien à changer, juste le mode. Quand vous allez build, ça va vous donner un dossier dist que vous pouvez hoster sur n'importe quel CDN, GitHub Page, Surge. Donc comme une application vue de base en fait. On a aussi cette option pour exporter si les gens veulent faire des back-office par exemple et qu'ils en ont strictement rien à faire du server-side rendering. Et le generate qui est vraiment un mix entre les deux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lister le excusez-moi, vous allez pouvoir lister le nombre de les pages. Donc par exemple pour les pages qu'on connaît, style page / index, page / à propos, on peut déjà générer, on connaît vos routes, mais vous allez pouvoir aussi donner les routes dynamiques. Si vous avez un blog avec des articles, vous allez pouvoir donner, au fait, voilà mes routes que j'ai besoin. Vous tapez votre API WordPress, par exemple, vous avez votre liste d'articles, et vous lui dites au generate, voilà mes routes que je veux que tu génères. Donc ça va lancer le mode universal, ça va générer plein de fichiers HTML. Comme le mode SPA qui vous génère comme fichier HTML, là vous allez peut-être avoir 100 fichiers HTML si vous avez 100 pages. Et ça, vous pouvez directement le hoster sur un CDN. Et après, là, si on veut pousser le concept un peu plus loin, donc vous avez du serveur rendered, mais vous avez une single page app, donc c'est hosté sur un CDN. Donc l'inconvénient, c'est que si vous changez votre article, par exemple, donc dans votre API, la page qui a été rendue côté serveur, qui est sauvegardée dans du HTML, elle ne sera pas à jour. Par contre, quand il navigue côté client, ça rappelle l'API, donc ce sera à jour. Mais là, vous pouvez avoir comme un système de cache automatique qui est gratuit sur un CDN, donc pas besoin de se préoccuper de monitorer un serveur Node. Et derrière, vous pouvez imaginer des hooks avec WordPress qui vont appeler quelque chose comme Travis, qui lui va rebuild, régénérer de ses pages et le repousse sur votre Amazon S3, GitHub Page ou Surge. Et vous avez une sorte de single page app, mais en mode version 2, quoi. Donc avec le SEO et tout qui fonctionne, et avec l'expérience utilisateur single page app. Comment ça marche? Alors, pour expliquer, single page app, on a un navigateur et on a un CDN. Donc, un CDN, ça renvoie des images, ça peut renvoyer aussi du HTML et du JavaScript, qui sont déjà stockés donc, dans des serveurs qui sont spécialisés à renvoyer des assets. Donc c'est ultra rapide. Ce qui se passe ensuite, donc ça c'est le workflow d'une application. Ah, je vais aller un peu vite. Donc vous allez sur une single page app, vous avez votre HTML et JS, il vous affiche un loader, parce que du coup il doit télécharger le JS, il doit le parser, l'exécuter, donc en attendant vous avez votre petit loader. Ensuite, peut-être que vous allez faire appel à votre API. Je prends l'exemple de WordPress parce que c'est assez. Je pense que pas mal de gens ont déjà fait du WordPress, en France aussi. Donc là, vous allez peut-être faire appel à votre API, récupérer votre article ou votre listing d'articles, et là, vous pouvez l'afficher. Donc il y a quand même 5 étapes pour pouvoir afficher le contenu à l'utilisateur. Derrière, l'avantage des single page apps, c'est pour ça que beaucoup de monde en fait, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand quelqu'un va cliquer sur un lien, vous allez directement faire appel à votre API qui vous renvoie du JSON. C'est rapide, c'est simple et vous pouvez directement changer de page. L'idée, c'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a fait un exemple en single page app ici. Donc, si j'actualise, voilà. Donc, vous avez pu voir un petit loader. Ensuite, quand on navigue, ça se fait directement côté client. Donc, il y a des appels qui sont faits. On peut aller voir directement la page. Donc,
très bonne expérience utilisateur, c'est juste qu'au rafraîchissement de page, on n'est pas optimal, il y a un petit flash qui se produit. Et là encore, je suis sur une très bonne Wi-Fi, mais si on est sur mobile, donc c'est là où après interviennent les progressive web apps et tout la hype qu'il y a en ce moment dessus. Mais si on se retrouve avec une connexion un peu plus lente, disons slow 4G, bon, de toute façon après il y aura 4G partout en France, mais il faut penser aussi aux pays émergents qui eux n'ont pas forcément une très bonne connexion Internet ou un téléphone qui est très performant pour exécuter ces applications JavaScript. On va voir aussi les avantages du server-side rendering. Alors, ok. Universal App, tout simplement, on va rajouter un serveur ici avec vue server rendered. Donc, l'idée aussi, vous pouvez utiliser ce même serveur pour votre API. On va le faire simple ici, on va avoir un serveur avec vue server rendered. Votre navigateur, il va appeler ce serveur. Ce serveur, vous allez avoir votre app Vue.js qui tourne, avec le même code qui tourne aussi côté serveur, puisque Vue utilise le Virtual DOM, qui du coup est implémenté en JavaScript, qui fonctionne avec Node. Donc il est capable de simuler, on va dire, le DOM du navigateur côté serveur. Donc il fait l'appel, il renvoie le JSON, votre API. Donc là, c'est votre app qui va appeler votre API comme votre single page app dans le navigateur. Et comme il est capable d'avoir un virtual DOM, il est capable de générer le HTML. Donc il peut renvoyer directement le HTML au navigateur. Sauf que là, on a un site type Ruby on Rails, Laravel ou même PHP. Vous rendez le HTML, mais l'idée, c'est d'avoir ce côté single page app expérience côté client. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? L'avantage déjà de l'Universal, c'est que votre utilisateur, il va avoir le contenu. Donc il va avoir le site, il va déjà pouvoir scroller, lire. Et nous, en arrière-plan, le navigateur va télécharger, exécuter le JavaScript et faire une client-side idolation. Donc je n'ai pas réussi à le traduire en français. Mais Vue va faire la même chose qu'il a fait côté serveur, ou même en React, c'est pareil. Il va générer l'application pour la même page, sauf qu'au lieu de faire les appels API, avec le HTML, on aura déjà rendu les datas pour la page client. Donc il n'a pas besoin, lui, de refaire un appel API, ce serait une perte de ressources. Donc il récupère ces données, il régénère la même application côté client, il va vérifier si le HTML il match. S'il match, il va se monter par-dessus, mais c'est invisible, c'est complètement invisible. Et derrière, quand un utilisateur va cliquer sur une page, ça va appeler l'application Vue. Vous allez avoir une requête à l'API, JSON, et la même expérience qu'une single page app. Pour au final, le code qui est vraiment similaire. Donc ici, pour vous montrer, voilà. Donc, ouais, je vais mettre une connexion 3G lente. Donc si j'actualise, vous voyez qu'il n'y a pas de flash, le contenu a directement été rendu côté serveur. Et quand vous naviguez, vous pouvez naviguer, donc je peux enlever là, comme une application single page. L'avantage aussi, côté serveur, vous pouvez vraiment rendre ce que vous avez envie. Si par exemple vous avez envie de rendre que l'article et pas les commentaires, vous pouvez. Ici, on a décidé de rendre aussi les commentaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous montrer un peu de code quand même? Sinon, c'est un peu chiant si on ne voit pas de code et qu'on est en conf. Voilà. Voilà du code. Content? Donc, vous avez le rendu côté HTML. Et pour expliquer rapidement, on va automatiquement donner toutes les datas. Donc le layout que vous utilisez, les datas qui sont rendues de la page, et le state qui est utilisé Vuex automatiquement. Donc cette application utilise Vuex pour les pages, pour pouvoir mettre aussi en cache. Et là, on va avoir nos items qui sont spécifiques à cette page. Donc Nuxt, il va utiliser cette variable pour charger et hydrater l'application côté client. Et donc vous avez du lazy loading ici. Là, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Là, un gros avantage du server-side rendering, c'est que comme on rend côté serveur, quand on rend le HTML, on est capable de rajouter ces petits liens qui sont magiques dans le header, qui va dire au navigateur, écoute, j'ai besoin de ce fichier JavaScript rapidement. Donc au lieu que tu le charges là dans le header et que tu bloques le rendering de la page, je te signale juste que quand tu es en train de parser le header et que tu vois cette ligne, tu peux déjà commencer à télécharger le JS parce qu'on va l'utiliser après. Et deuxième avantage, maintenant qu'il y a HTTP2, on peut utiliser les HTTP2 push header qui sont directement implémentés dans Nuxt
pour directement donner à la réponse du serveur dans les headers, voici les fichiers JavaScript que tu devras charger et CSS pour cette page en question. Donc ce gros avantage, c'est le code splitting que vous pouvez faire aussi côté client, mais qui fonctionne côté serveur et qui est intelligent dans le sens où il peut donner déjà des indices pour le browser, pour le navigateur, pour les pages qu'il a à charger. Là, c'est l'aspect simple, mais on peut pousser le concept un peu plus loin, où on connaît les liens qui sont peut-être importants, on peut lui dire prefetch, et on va pouvoir ajouter aussi ce JavaScript dans on va pouvoir donner ces indices à Nuxt ou à Vue pour que lui rajoute les preloads pour ces pages qui sont aussi code splittés. Donc le navigateur va continuer de télécharger d'autres JavaScript et derrière vous allez presque avoir un sentiment de offline si par exemple vos pages comptent en directement du contenu. Donc c'est ce progressive enhancement qui est aussi applicable quand on fait du server-side rendering. Donc après il n'y a pas que des avantages bien sûr. On va voir ça aussi rapidement quand même. C'est bien qu'on voit les deux aspects, puisque je fais des applications universelles, mais je fais aussi des applications single page, parce que des fois, ça vaut pas le coup, on va dire. Parce qu'il faut maintenir un serveur Node, donc vous allez pouvoir utiliser d'autres modes qui conviennent à vos besoins. Donc, Universal App. Maintenant que ça tourne côté serveur, il y a quelques petites modifications, enfin quelques petites différences. Côté serveur, vous allez avoir Windows qui n'existe pas, et côté client, vous allez avoir modules qui n'existent pas. Alors pour le moment, mais il y aura par exemple des modules Node qui n'existeront pas côté client, comme vous pouvez vous douter. Donc on va avoir une Universal Entry qui est notre app vue entière, et on va avoir un fichier client et un fichier serveur, un fichier client pardon et un fichier serveur, qui eux auront quelques spécificités différentes pour l'environnement dans lequel ils tournent. Je vais vous montrer juste rapidement à quoi ça ressemble. Un projet en server-side rendering avec Vue. Donc vous allez avoir besoin de Vue, Vue router, Vue server rendered, Vuex pour gérer le state que vous allez rendre côté HTML. Là j'ai mis Axios pour faire des appels API. Et quelques dev dependencies. Donc dans les dev dependencies, vous allez avoir besoin de Webpack. Donc ici c'est encore Webpack 3, il faut que je le mette à jour. Donc ça c'est un des problèmes aussi quand on doit faire du server-side rendering ou même juste une single page app avec Vue. Donc heureusement maintenant avec Vue CLI 3, vous allez pouvoir éviter de maintenir Webpack puisque ce sera inclus dans le Vue CLI service. Donc ça vous pouvez parler à Eduardo, c'est un peu son job là. il va vraiment me détester pour avoir dit ça. Voilà, donc on va avoir un dossier build quand vous le faites vous-même. Donc vous allez mettre un dev server pour gérer le hot module replacement, les middleware qu'il faut. On peut passer ça. La config des vue loader. Donc avec Vue CLI 3, ça c'est déjà quelque chose que vous allez pouvoir dégager. Il y a quelques codes que on peut enlever. Mais on va avoir deux configs Webpack, une côté client, une côté serveur. Parce que comme on voit dans ce schéma, on a besoin de deux builds différents. Même si ça c'est partagé, on va avoir besoin de deux entrées différentes pour que Node et Vue server rendered, on peut lui donner le model server. Donc lui, il est capable de générer le HTML. Et côté client, qu'il est capable d'hydrater. En fait, c'est ces deux différences que font ces deux fichiers. Mais on a besoin de deux builds. Donc un, pour Webpack, on lui dit c'est l'environnement navigateur. Et un autre, on lui dit c'est l'environnement Node. Parce que forcément, il y a des modules qui n'existent pas. Webpack va essayer pas de les polyfill, mais de les remplacer avec ses propres variables. Donc là, on précise justement le target qui est Node pour le serveur, et je lui dis source entry server. Donc maintenant, on va regarder quand même le code de app. Donc ça, c'est notre app, hein, c'est tout simple. On a une app vue, notre component vue qui est l'app de base, notre main component. On va avoir notre store, notre router, une fonction create app. C'est important quand on fait du server-side rendering que votre app soit fraîche à chaque fois que vous allez faire une requête, puisque étant donné que Node utilise du cache quand vous allez faire des requires, donc ce fichier il est mis en cache dans Node, il n'est pas généré, il n'est pas require dans une nouvelle instance à chaque fois que vous allez l'appeler. Donc c'est important d'avoir une fonction qui exporte une nouvelle instance de vue pour chaque requête, pour éviter de partager des données sensibles aussi. Et tout simplement, c'est la même chose pour le store et le router. Donc après, on va voir qu'est-ce qui peut être facile pour faire de la merde en server-side rendering.
Create store. Pareil, on a une fonction qui retourne une nouvelle instance. Et on a notre entry.client qui récupère notre initial state. Donc c'est la même chose avec Nuxt, on a juste underscore Nuxt. Et on va replace notre store avec les infos qui ont été rendues côté serveur pour générer la même application côté client que Vue va hydrater. Et là, on lui dit, tu vas le monter sur dièse app que on a dans app.vue. Bon, après, ça c'est Vue qui le gère, ça c'est dans la doc de Vue. Et côté serveur, l'autre spécificité, c'est que on a notre contexte. Donc on a un middleware express qui va appeler cette fonction, Vue server render qui va appeler cette fonction. Contexte, en fait, il y a reg.url. C'est ce qui nous importe ici. On a l'URL de la route qui a été appelée côté serveur. On va le donner à VueRouter. Du coup, VueRouter, selon notre super config ici, il va savoir que, OK, on est sur slash, on va appeler le component home, sinon c'est le component about. Donc ensuite, il connaît la route. On va récupérer les components qui matchent cette route côté serveur. S'il n'y a aucun component, on reject un code 404. Après, c'est là où on peut mettre un template spécifique, appeler un autre component. Et là, on va appeler pour chaque component, donc pour ces pages qui sont associées au routeur, on va appeler le component async data. Donc là, on a surchargé Vue déjà avec une nouvelle méthode qui s'appelle async data qui va être appelée côté serveur et il va attendre. Donc celle-là, si elle est asynchrone, on va pouvoir faire des appels API, mettre des données. Si par exemple, au lieu de about, c'était une page pour un article. Donc côté serveur, on voit que c'est asynchrone. Donc on a un promise.all. Donc à la base, on return une promise. Et derrière, on les appelle, on met le state qui lui va être injecté automatiquement dans initial state. Et on va faire tourner cette application quand même, parce que sinon, on ne comprend rien. Ah, où ça? Oui, j'ai pas sauvegardé, ouais. Voilà, là, sinon on aurait été en train de débugger. Ok. Ce que j'ai pas montré, c'était la différence de vitesse. Le server-side rendering rend extrêmement vite aussi. Donc ça va dépendre après vous de vos appels API. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a côté serveur, on a bien counter qui est mis à 1. Donc ça fonctionne bien côté serveur parce qu'on a incrémenté notre store ici, store.increment, qui va tout simplement incrémenter notre compteur qu'on affiche ici. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a un problème d'un point de vue client. Si je vais sur About, c'est censé aussi appeler async data dans la logique, que ce ne soit pas que pour le serveur. Mais là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on peut faire, pour faire la même logique, donc on a créé async data côté serveur. Côté client, on va ici récupérer les mêmes components dans la même logique que le serveur et appeler la méthode async data. C'est ce qu'on fait directement dans Nuxt. Donc vous n'avez pas à le faire vous-même à chaque fois que vous générez une app. Et petit détail, on va créer une memory leak rapidement avec le serveur pour voir à quoi ça fonctionne. Donc là, on a notre store, sauf que maintenant, je return la même instance. Et comme ça, c'est côté client, ça va le faire, parce que à chaque fois que ça se sera chargé, ce sera dans un nouveau tab. Mais côté serveur, la variable va être partagée parmi toutes les instances. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on actualise, on est sur la même page. Si j'ouvre une navigation privée, je peux incrémenter le compteur et c'est partagé parmi toutes les applications. Donc ça peut être cool si vous faites quelques données qui sont partagées, mais honnêtement, c'est une très mauvaise idée dans la plupart des cas. Si vous allez utiliser du JSON Web Token que vous allez mettre dans un store, vous n'avez pas envie que pour un autre client, vous allez avoir des échanges de données. C'est très dangereux. Donc c'est vraiment un des aspects de sécurité qui est important avec le server-side honoring. Et pour les plugins, comme vous pouvez vous en douter, si vous faites un plugin qui marche côté serveur, qui par exemple pour faire des SVG, ça marche côté serveur, parce qu'il y a du JSDOM, c'est juste de la génération d'HTML. Si vous faites des animations avec Windows, vous avez juste à checker si Windows existe, et 90% des libs en fait fonctionneraient côté serveur aussi. Puis c'est souvent que du JavaScript. Et voilà. Combien de temps il me reste? 5 minutes? Ouais, ça va le faire. Donc, exemple, je vous l'ai montré. Ben oui,
j'ai oublié de vous montrer avec Nuxt. C'était un peu le but. Donc l'idée avec Nuxt, c'est j'ai fait exactement la même application, donc index et about. En dépendance, là c'est Nuxt Edge, donc vous vous préoccupez pas de ça. Hein, c'est à chaque fois qu'on fait un commit, nous ça nous permet d'avoir en fait la version Canary de Nuxt. Et voilà, vous avez un script dev, build, start, et vous pouvez même avoir le generate ici, qui va vous générer un dossier statique avec chaque page. Vous allez avoir le dossier page automatiquement, index, c'est la même chose, sauf que async data, il sera appelé aussi côté client. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là aussi, ce qu'on a essayé de faire avec Nuxt, c'est expliquer qu'est-ce qui se passe côté build. On a un build côté client et on a un build côté serveur, que vous sachiez vraiment comment ça fonctionne. Si vous utilisez le mode SPA, vous allez avoir que le build côté client, par exemple. Donc vous verrez qu'un loader. Et si je vais sur la page, je me retrouve bien avec la même application. Donc automatiquement, ce que fait Nuxt, c'est qu'il rajoute une petite barre que vous pouvez désactiver facilement, mais pour indiquer déjà à l'utilisateur que vous êtes en train de naviguer et qu'il y a des appels qui sont faits. Et là, vous voyez côté client, le compteur est bien incrémenté. Et qu'est-ce qui se passe si je veux créer une memory leak? Donc on a simplifié aussi Vuex pour que vous exportez directement vos méthodes. Comme pour les pages, si vous créez d'autres fichiers dans Store, ça va créer des modules. Mais si je décide d'exporter directement un objet, puis ça semblerait logique, en fait, Nuxt, voilà, il ne fait rien. Nuxt, normalement, alors est-ce que c'est au niveau du build? Normalement, dans notre code, je l'ai montré il y a un mois, donc c'est cette version, on pète une erreur en vous disant vous ne devez pas exporter ce state en objet parce qu'il y a des failles de sécurité côté serveur. Vous avez une cross-state pollution. Donc ça, il faut que je regarde. Je vais me le noter. Check, warning, Nuxt. Là. Donc, l'avantage en fait d'utiliser Nuxt, c'est que vous avez la même expérience utilisateur. Vous créez vos fichiers vus, vos components, votre store. Mais vous n'avez pas à vous préoccuper de Webpack. On a mis justement Webpack 4 il y a 2 mois, il y a 3 mois même pour Nuxt. Donc l'idée, c'est qu'on va maintenir ce config Webpack. On va maintenir la version de vue, on va maintenir les best practices automatiquement. Donc vous pouvez vraiment vous focaliser à faire des apps qui déchirent en fait. C'est le but de Nuxt, d'avoir vraiment ce plaisir de front qui est quand même assez difficile de nos jours avec tout ce qu'il faut apprendre. Et ouais, essayer de faire en sorte que le front soit kiffant. Rapidement, les projets qui sont faits avec Nuxt, donc il y a de bonnes choses quand même, je suis assez content. Un site japonais qui est fait avec Nuxt, un site néerlandais. Il y a un e-commerce australien qui vend des matelas, qui est fait avec Nuxt. On a Bunky Story, donc des associations. On a Greenpeace aussi qui utilise Nuxt ou des universités qui refont leur site. On a un e-commerce qui est avec Shopify, l'API de Shopify derrière. Donc Tick & Twine qui est américain. En France, on a Back Market qui est fait avec Nuxt. Donc une super startup qui reconditionne des produits. Et là, récemment, il y a eu le site de Roland Garros qui a été refait avec Nuxt. Donc c'était une très bonne surprise, honnêtement. Et l'agence, c'est une agence parisienne qui l'a fait. Et ils nous ont donné de bons retours. Et j'ai oublié de mettre, mais il y a le site de Maison du Monde aussi, qui sont en train de refaire avec Nuxt.js. Donc ça avance bien. Il y a pas mal d'agences qui utilisent aussi avec WordPress pour faire des thèmes. Ça peut avancer plus vite. Vous avez des components. Et conclusion, on travaille là actuellement assez dur pour la version 2. On va la sortir fin du mois. On travaille sur la nouvelle documentation. Et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je pourrai y répondre. Merci pour votre temps.